La théorie de l'esprit souverain repose sur un axiome central. Il repose sur un axiome central. Un seul axiome, mais un axiome fondamental, radical. L'esprit de l'enfant n'appartient à personne. L'esprit de l'enfant n'appartient absolument à personne. Pas à l'État, pas à l'institution, pas au curriculum national, pas au ministère de l'Éducation, pas au programme de l'OCDE, pas aux experts en pédagogie. Mais alors, absolument pas. L'esprit de l'enfant est souverain dès la naissance. Ceci est ma position. Et toute structure qui prétend le définir, le limiter, le calibrer, avant même qu'il ait eu la chance de se déployer, commet, à mon sens, un intellectuel. D'accord? Il commet donc un intellectuel, souvenez-vous, je n'ai pas le droit de le dire. C'est un acte d'occupation. Voilà comment je le conçois. C'est un acte d'occupation. Je sais que ceci va poser problème à énormément de personnes. Mais voilà, c'est le mot que j'utilise. Une occupation. Un intellectuel. Parce que c'est le mot juste. Et comme toute occupation, elle se justifie par un discours bienveillant, un discours de protection, un discours qui dit nous faisons ça pour ton bien, pour te protéger, pour ta réussite. Et comme toute occupation, elle laisse des dégâts fondamentaux, des dégâts mesurables, des dégâts documentés, des dégâts mesurés. 96%, souvenez-vous-en, d'accord? C'est ça, le dégât, il est mesuré. Voilà ce que ça coûte. Voilà ce que ça coûte. Dans quelques minutes, nous allons plonger dans les archives de l'histoire parce qu'il faut savoir d'où vient ce système. Il ne sort pas de nulle part. Il a une origine, il a une intention, il a un contexte politique, il a un contexte économique, social, très précis. Vous comprendrez, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez cohérent. Et quand vous saurez d'où vient ce système, vous ne pourrez plus jamais le regarder de la même façon. Plus jamais. Vous ne pourrez absolument plus jamais le regarder de la même manière. Mais avant ça, je veux prendre une seconde, une vraie seconde. Je veux prendre une seule seconde. Pour ceux d'entre vous qui sont parents, je sais qu'il y en a qui le sont déjà. Je veux vous dire quelque chose directement. Vous n'êtes pas coupable. Je le dis clairement. Vous avez fait ce que vous avez fait avec ce que vous saviez, avec ce que la société vous a dit de faire, avec ce que vos propres parents ont fait pour vous, avec ce que le système vous a présenté comme la seule option raisonnable. J'en conviens, d'accord? Mais ce soir, vous allez savoir. Et une fois que vous savez, la question change. On ne joue plus sur le même tableau. Elle ne s'appelle plus culpabilité, elle s'appelle responsabilité. Elle s'appelle responsabilité. Elle s'appelle responsabilité. Alors, maintenant, allons dans l'histoire. Allons dans l'histoire. 1763. Retenez bien cette date. Retenez très bien cette date. 1763. J'ose deviner que nombreux d'entre vous n'étaient pas encore nés. Vous avez Prusse. Vous avez donc Prusse. Frédéric le Grand, un roi militaire, un stratège,
un homme de pouvoir absolu, parce qu'il faut bien le dire. Il vient de sortir d'une guerre, la guerre qu'on a appelée la guerre des 7 ans. Il vient de sortir de la guerre des 7 ans. D'accord? Une guerre brutale, une guerre coûteuse. Une guerre coûteuse, brutale. Et pendant cette guerre, il a observé quelque chose qui l'avait profondément troublé. Il a observé une chose qui l'avait profondément troublé. Ces soldats pensaient beaucoup trop. Vous allez me dire, mais c'est quoi le problème si un soldat pense? Mais voilà le problème. Ces soldats, face à l'ennemi, hésitaient, réfléchissaient, questionnaient. Ils questionnaient les ordres. Certains désertaient, certains refusaient même de tirer. Eh bien, parce qu'ils pensaient, parce qu'ils évaluaient, parce qu'ils avaient encore, quelque part, au fond d'eux, une capacité de résistance, une capacité de dire non. Et Frédéric le Grand s'est dit, il faut régler ce problème à la racine. Il faut régler ce problème à la racine. Et quand je dis régler le problème à la racine, il s'est dit, on ne va pas aller punir des soldats qui sont déjà, pour la plupart d'entre eux, des adultes. On ne va pas les punir. Donc je dis, Frédéric le Grand. Je vais passer d'espace, c'est pas grave. Il est donc en Prusse. Il s'est donc dit, on va aller punir ces soldats, mais on va pas plutôt les punir, mais on va résoudre le problème à la racine. Il faut régler ce problème à la racine. À quoi sert-il de punir des soldats adultes? C'est trop tard. Ils sont déjà trop grands. L'adulte est déjà formé. Il est déjà câblé, il est déjà capable de résistance. N'est-ce pas? De résistance. Alors, je vous laisse imaginer ce qu'il a fait. Le sieur Frédéric le Grand, ce roi prussien, qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Il s'est dit, on va aller plus tôt. Beaucoup plus tôt. Il faut prendre l'enfant avant que l'enfant devienne un homme qui pense. On prend l'enfant avant que l'enfant ne devienne un homme qui pense. Et alors, on va construire à la place un homme qui obéit. Voilà ce qu'il s'est dit. Et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est exactement ce qu'il a fait. Maintenant, une question légitime est celle de savoir, mais comment l'a-t-il fait? La réponse est encore plus troublante. Comment l'a-t-il fait? 1763. La Prusse a créé le premier système d'éducation obligatoire au monde. Le premier système d'éducation obligatoire au monde. Obligatoire, universel, financé par l'État, pour tous les enfants entre 5 et 13 ans. Est-ce que cela vous évoque quelque chose? On y est. Ça ressemble à du progrès, n'est-ce pas? Ça ressemble à de la bienveillance, à de l'inclusion, à de l'avancement social. N'est-ce pas? Ça ressemble vraiment à de l'avancement social. Mais je vous invite tous, aussi nombreux que vous êtes aujourd'hui, je vous invite à aller lire les textes originaux. Ils sont là. Le problème, c'est que votre génération lit de moins en moins. Les objectifs officiels de ce système, écrits noir sur blanc, ils sont présents dans les textes originaux. Ces principes sont les suivants. Former des soldats obéissants, former des travailleurs disciplinés pour l'industrie naissante, former des citoyens loyaux à l'État et créer ainsi, je cite, presque textuellement d'ailleurs, créer des habitudes d'obéissance et de ponctualité. Obéissance et ponctualité. On ne parle pas de curiosité, nulle part. On ne parle pas de créativité.
On parle encore moins de pensée critique. Quel crime de lèse-majesté serait-ce que de parler de pensée critique? On ne parle pas de philosophie, on ne parle pas de logique. On ne parle pas de neurosciences. On parle d'obéissance et de ponctualité. Obéissance et ponctualité. C'est révoltant. Est-ce que ceci vous évoque quelque chose? Je suis convaincu que là, vous reconnaissez quelque chose. L'école commence à 8 heures. La cloche sonne. Vous vous asseyez. Vous ne parlez pas sans permission. C'est absolument interdit. Ce serait irrévérencieux. Vous répondez aux questions qu'on vous pose, pas à celles que vous posez. Vous n'avez même pas le droit de poser des questions d'ailleurs, sans demander la permission de parler. Vous avancez au même rythme que tout le monde, peu importe vos différences, vos prédispositions, vous avancez au même rythme que tout le monde. Vous êtes noté, vous êtes classé, vous êtes trié, vous êtes souvent humilié. Vous êtes validé. D'accord? Donc, bienvenue dans le système prussien. On y est tous. Ce système n'a jamais changé, il n'a presque jamais changé en plus de 200 ans. Maintenant, voilà ce qui est fascinant et, ma foi, tout autant troublant. Ce système conçu pour une monarchie militariste, absolutiste, souvenez-vous-en, Frédéric le Grand, une monarchie absolutiste du XVIIIe siècle, a été exporté, il a été copié, il a été adopté par presque chaque nation occidentale le siècle suivant. J'ai nommé au XIXe siècle. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que des démocraties naissantes, des républiques qui se réclamaient de Rousseau, de Voltaire, des Lumières, ont copié le système scolaire d'un roi prussien absolutiste? Par quelle gymnastique intellectuelle pourrait-on essayer de m'expliquer ceci? Eh bien, parce que la révolution industrielle avait besoin exactement de la même chose que monsieur Frédéric le Grand, qui n'avait de grand bon sens que son côté obscur. Des gens qui arrivent à l'heure, qui font ce qu'on leur dit de faire, qui ne questionnent pas les processus, qui tolèrent la répétition, qui acceptent la hiérarchie sans jamais rechigner, sans jamais rejamber, qui restent assis 8 heures par jour sans jamais se plaindre. Donc on a donc les mêmes besoins. L'usine et la caserne ont les mêmes besoins en termes de capital humain, en termes d'attente, en termes de comportement attendu de la part des humains, des citoyens. Et l'école, donc, conçue pour l'autre, ou plutôt conçue pour l'une, fonctionne parfaitement, vous l'avez compris, pour l'autre. Je vais être plus précis sur ce point. Vous avez John Taylor, gâteau de son nom complet, professeur de l'année à New York, 30 ans dans les salles de classe. Il démissionne en 1991. 1991, d'accord? Il démissionne. Il écrit un livre, Dumbing Us Down, abrutissement délibéré. Et dans ce livre, il dit quelque chose que l'establishment éducatif ne lui a jamais pardonné. Il dit ceci. L'école n'est pas défaillante. Elle fonctionne parfaitement.
Elle fonctionne exactement comme prévu. Elle fait exactement ce pourquoi elle a été conçue. Le problème, ce n'est pas l'école. Le problème, c'est ce pourquoi elle a été conçue. Voilà ce qu'il dit dans son livre, Dumbing Us Down. John Taylor Gatto identifie donc 7 leçons que l'école enseigne vraiment. 7 leçons. Vous ne les trouverez pas dans les programmes officiels, pas dans les bulletins scolaires, mais dans chaque heure de chaque journée de chaque année de classe. Elles sont au nombre de 7. D'accord? Chaque heure de chaque journée de chaque année de classe. Cette leçon, on va en parler tout de suite. Commençons par la première. La confusion. Présenter des informations sans connexion, sans sens, sans contexte, jusqu'à ce que l'enfant arrête de chercher du sens. Donc, la confusion. La confusion. Voilà la première leçon qui a été identifiée. Du coup, on va à la deuxième leçon, la position de la classe. Vous avez la position de classe. Tu es exactement là où tu dois être. Tu es exactement là où tu dois être. Tu ne décides pas. Tu ne décides absolument de rien. C'est l'institution qui décide. Donc, vous avez donc la position de classe. Ensuite, vous avez l'indifférence. Je pense que c'est peut-être le plus tragique. Vous avez l'indifférence. Troisième leçon, indifférence. Dès que la cloche sonne, tu arrêtes tout. Peu importe ce que tu faisais, dès que la cloche elle a sonné, tu arrêtes. C'est ça l'indifférence. Tu arrêtes ce que tu fais, peu importe où tu en es, peu importe le degré d'importance. Dès que la cloche a sonné, tu arrêtes. L'enthousiasme ne compte pas. Le timing institutionnel prime toujours et surtout. Ça, c'est l'indifférence. Il faut bien le comprendre. Vous avez ensuite la dépendance émotionnelle. La dépendance. D'accord? Parce que tu as besoin de l'approbation des adultes pour savoir si tu as fait ton travail correctement. Tu as besoin de l'approbation des adultes ou de l'adulte, en l'occurrence l'enseignant, pour savoir si tu as fait ton travail correctement. Tu ne développes pas de boussole interne, tu développes une dépendance au jugement externe. C'est ça la dépendance émotionnelle. Et comme si la dépendance émotionnelle n'était pas assez ravageuse, on en vient à la dépendance intellectuelle. Deuxième forme de dépendance. Donc là, je mets juste émotionnel. Donc ici, dépendance intellectuelle. D'accord? Deuxième forme de dépendance, plus ravageuse à mon sens que la première. On te dit quoi penser, pas comment penser. La bonne réponse existe, elle est dans le manuel. Ton travail est de la retrouver.